Bonjour à cette deuxième heure de cette troisième journée, de ce quatrième FIF du RFE. Je suis Benoît Côtier, président du RFE et représentant de la Société canadienne d'évaluation auprès de notre réseau. Je suis heureux de modérer la présentation et la discussion autour de ce thème qui s'intitule Stratégie de professionnalisation, expériences et résultats. Nous aurons 3 présentations dans la prochaine heure de la part de Sandrine Beaujean, de Moussa Diagne et de Ahmed Benchaïf, respectivement du Luxembourg, du Sénégal et du Maroc. Les 3 personnes concernées et les 3 associations nationales concernées se sont impliquées dans un des projets du RFE qui traite de professionnalisation et à l'intérieur duquel nous avons développé un outil diagnostic de l'état de la professionnalisation dans un pays donné. Cet outil a été développé de concert avec 7 autres experts de la francophonie et raffiné de version en version à partir des commentaires que nos projets pilotes qui sont représentés ici nous font sur cet outil, sur son utilisation et sur les difficultés rencontrées. Alors aujourd'hui, nos 3 intervenants présenteront leur démarche nationale qui en sont à différentes étapes et nous instruirons sur les résultats obtenus à date. La première présentatrice sera Sandrine Beaujean du Luxembourg, diplômée en politique internationale et responsable du département renforcement de capacité et évaluation chez Artemis Information Management. Elle a plus de 20 ans d'expérience dans la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation de programmes et de projets d'aide au développement. Elle est membre de la Société luxembourgeoise d'évaluation et de prospective, la SOLEP, depuis 2016 et membre du conseil d'administration depuis 2020. Au sein de la SOLEP, Sandrine est chargée du suivi des dossiers conduits avec le RFE. Notre deuxième intervenant, Moussa Diagne, est diplômé en droit public et relations internationales, spécialisé en droit des affaires et en politique économique. Il a occupé les postes d'agent de recouvrement au ministère des Finances et de management avec le Fonds européen de développement, l'Agence du Fonds de développement social, la GIZ, et l'Autorité de régulation des marchés publics au Sénégal. En plus d'une expertise dans le développement du secteur privé, il est aussi formateur en commande publique dans les universités et écoles. Il a publié un article portant sur la problématique de l'entrepreneuriat qu'il pourra peut-être partager avec nous. Ahmed Benchaïf, notre troisième intervenant, est marocain, professeur universitaire, spécialiste international en analyse et évaluation de politique et de programmes publics de développement. Le docteur Benchik est président fondateur de l'Association marocaine de l'évaluation, membre fondateur du réseau Evalmena et membre fondateur du réseau francophone de l'évaluation. Le docteur Benchik est récipiendaire du Prix du Maroc pour l'environnement, du prix de l'Association africaine de l'évaluation et a obtenu la distinction du réseau Evalmena pour sa contribution à la promotion de l'évaluation dans la région. Je remets le micro et la caméra à Sandrine Beaujean pour qu'elle nous présente l'expérience de la SOLEP dans sa réflexion sur la professionnalisation de la pratique de l'évaluation. Merci beaucoup, Benoît. Oui, effectivement, c'est un plaisir pour moi de présenter au nom de la SOLEP la démarche que nous avons suivie donc dans le cadre du projet professionnalisation du RFE. Donc, pour la SOLEP, en fait, tout a commencé en mai 2020 lorsque nous avons reçu un message de Benoît qui nous invitait donc à rejoindre le projet de professionnalisation du RFE. Et au sein de la SOLEP, il y a eu un intérêt immédiat à participer au groupe de travail professionnalisation. Et depuis mai 2020, donc on participe très régulièrement soit aux échanges qu'il y a eu avec le groupe de travail, le comité aviseur, donc sur la révision de l'outil, sur l'amélioration de l'outil,
mais également, en parallèle, nous avons, dès juin 2020, mobilisé la communauté SOLEP autour de ce projet. Alors, je vous ai dit qu'il y avait un intérêt immédiat de la part de la SOLEP pour s'investir dans ce projet parce que, tout de suite, en comprenant les enjeux du projet de professionnalisation, on a vu pour la SOLEP, une opportunité, de mieux comprendre le contexte de l'évaluation à Luxembourg. Donc, la SOLEP est une association encore relativement jeune. On a fêté nos 10 ans d'existence, il y a à peine 2 ans. Donc, on est encore en train de découvrir le contexte luxembourgeois en matière d'évaluation. Et puis dans la SOLEP, il y a 2 volets, hein. SOLEP, ça vaut pour Société luxembourgeoise d'évaluation et de prospective. Donc au début de l'existence, de la SOLEP, on a pas mal investi dans le volet prospective, et puis depuis 6-7 ans, on investit un petit peu plus dans le volet évaluation. Donc, voilà, c'était véritablement une occasion pour nous de mieux connaître le contexte de l'évaluation à Luxembourg. Et puis, on a vu aussi cet exercice, notamment lié voilà, au remplissage de l'outil de diagnostic comme une source d'information qui allait nous être très utile pour la révision de notre future stratégie quinquennale. Et parlant stratégie, ce projet de professionnalisation est parfaitement aligné avec un de nos axes stratégiques, qui est de contribuer au développement des compétences avec 1, la facilitation de la rencontre entre l'offre et la demande de compétences et 2, la collaboration avec, les universités et centres de formation afin de promouvoir les techniques d'évaluation et de prospective en formation initiale et continue. Donc c'était véritablement une opportunité qu'on devait saisir. Alors comment nous sommes-nous mobilisés? Alors tout d'abord, dès juin 2020, donc comme je vous le disais, on a mobilisé la communauté SOLEP, donc on a mis en place un groupe de travail professionnalisation. Donc, on a réussi à mobiliser plus ou moins une dizaine de membres, et ce groupe de travail professionnalisation s'est rencontré, bon, on était en période covid, donc on était tous, confinés, en télétravail, donc mais on a quand même réussi à se rencontrer, je pense que pratiquement 5 fois pendant la phase de développement de l'outil diagnostic. Donc, dès qu'il y avait, une évolution de l'outil, le groupe de travail SOLEP se rencontrait, et on discutait de l'évolution. On discutait également de manière très collégiale des suggestions que l'on voulait amener au RFE, donc au comité aviseur. Ensuite, le RFE, a fait son travail. Il a présenté une version, finalisée de l'outil de diagnostic. Je pense que c'était en mai-juin 2021. Et nous, à partir de ce moment-là, donc c'était à peu près il y a 6 mois, on a continué à travailler avec le même groupe de travail, mais un peu plus réduit à ce moment-là, parce qu'on cherchait des gens qui allaient être disponibles au cours de l'été pour tester cet outil, pour faire un premier remplissage de cet outil. Donc on s'est retrouvés à plus ou moins 5 membres de la SOLEP à véritablement pouvoir entamer, donc le remplissage de l'outil. Et ces 5 membres se sont, rencontrés de nouveau exclusivement en visio, ce qui n'est pas une pratique pour la SOLEP, hein, j'y reviendrai par la suite. Mais en visioconférence, on s'est retrouvés plus ou moins 3 fois entre, fin juin, début juillet et fin septembre. Alors au début, il faut avouer qu'on a pas mal tâtonné, hein, dans l'appropriation de l'outil. Il nous a fallu un temps d'adaptation. Il a fallu qu'on comprenne et qu'on s'approprie véritablement les différentes questions, les différents concepts et qu'on les adapte au contexte du Luxembourg et de la SOLEP. Il y a encore des sujets, sur lesquels on a des difficultés à transposer. Par exemple, lorsque l'on parle de culture administrative ou organisationnelle de la gestion publique, les paramètres qui permettent d'apprécier ces deux concepts-là sont encore des paramètres assez peu répandus, en tout cas vulgarisés, au Luxembourg. Donc voilà, on est encore en phase de transposition et on avance de manière très itérative, mais de manière, voilà, lente mais progressive. Et puis l'autre difficulté qu'on a rencontrée, en tout cas un enjeu qu'on avait au niveau de la SOLEP, c'était de rechercher les méthodes, de collecte,
d'informations, d'analyse et d'agrégation les plus rigoureuses possibles, qui nous permettent d'avoir, la plus grande objectivité, la plus grande neutralité dans les résultats du diagnostic. Et notamment le volet offre des services en évaluation nous a posé question et nous a posé question parce qu'au sein de la SOLEP, on est, une quarantaine de membres, un peu plus de 40 membres et pratiquement la moitié des membres, dont je fais partie, nous sommes des évaluateurs. Donc nous offrons nos services et nous sentions très mal à l'aise d'être à la fois juge et partie. Donc on a réfléchi à des méthodes pour justement essayer de rendre une analyse la plus objective possible. Ensuite, une autre préoccupation qu'on a eue quand on a commencé à s'approprier l'outil de diagnostic, c'est un outil qui s'articule autour d'une trentaine de questions, hein, trois dimensions, contexte, offre, demande, mais qui tend à donner une image, globale du contexte, de l'offre et de la demande. Et on s'est posé la question, comment est-ce qu'on allait réussir à agréger toutes ces informations? Étant donné qu'à Luxembourg, ce qu'on commence à voir, c'est qu'on a un contexte de l'évaluation, une réalité de l'évaluation qui est très variée en fonction des acteurs. Donc bon, ça, c'est une question qu'on n'a pas encore résolue. Donc peut-être que nos collègues marocains ou sénégalais, eux, ont déjà trouvé une réponse à cette question de l'agrégation des différents résultats quand on a une réalité justement très hétérogène. Et puis, une particularité du contexte luxembourgeois, c'est la dimension extranationale, dans le sens où le Luxembourg, c'est un petit pays, entouré de la Belgique, la France et l'Allemagne. Et il y a énormément d'échanges, que ce soit au niveau du monde académique, même au niveau des offres de services. Donc on s'était demandé comment allions-nous traiter cette question de la dimension extranationale. Pour le moment, on n'a pas répondu à cette question encore. On a choisi de rester concentré sur la couverture géographique. On se cantonne actuellement, dans un premier temps, sur le périmètre luxembourgeois, sur les frontières luxembourgeoises. Donc, pour remplir ce questionnaire d'auto-évaluation, de diagnostic, donc on a commencé dans un premier temps on a décidé déjà de ne pas faire l'inventaire de tous les offreurs de services d'évaluation à Luxembourg. Justement à cause de cette question de neutralité de la SOLEP par rapport à l'offre en évaluation. Donc pour le moment, c'est quelque chose qu'on n'a pas effectué. On n'a pas fait de cartographie des offreurs de services. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait donc la cartographie des acteurs clés côté demande et côté monde académique. Donc on avait plus ou moins répertorié plus ou moins 40 acteurs dans cette cartographie. Étant donné qu'on n'avait pas beaucoup de disponibilité au sein de la SOLEP, on a fait un échantillonnage à partir de cette cartographie et on a retenu 15 administrations, organisations, entités, pour lesquelles on a fait une analyse, une recherche plus poussée pour le moment. Donc le choix qu'on a fait, c'est porter, soit, si c'est un secteur prioritaire au Luxembourg, par exemple le logement, c'est une question prioritaire à Luxembourg, on a retenu le ministère du Logement, on a bien sûr retenu le Parlement, on a également retenu le ministère des Affaires étrangères et la direction de la coopération parce qu'on sait que c'est un ministère qui est très avancé sur les questions d'évaluation. Donc voilà, on a fait un choix de 15 acteurs et donc au cours de l'été, nous étions 5 à travailler sur une revue documentaire focalisée sur cet échantillon. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a analysé les sites web de ces 15 acteurs pour commencer à collecter des informations et commencer le remplissage de l'outil de diagnostic. Donc pour le moment, on a eu notre dernière rencontre fin septembre et pour des questions de disponibilité, pour le moment, les travaux sont en suspens. Mais il est prévu de reprendre, je pense dès le mois de janvier-février quand, la fin de l'année sera
passé et que les charges de travail redeviendront un petit peu plus gérables, il est prévu qu'on se retrouve et qu'on poursuive ce qu'on a appelé le pré-diagnostic sur base de la revue documentaire. Et puis ce qu'on a prévu, justement pour, contourner ce problème de l'offre et donc de notre manque de neutralité par rapport à l'offre, ce qu'on a prévu, c'est de compléter ce pré-diagnostic avec des entretiens, auprès de services qu'on doit encore évaluer, donc auprès de ces 15 acteurs, et leur demander faire un genre voilà, d'enquête de satisfaction ou d'étude de perception sur la qualité des services en évaluation, dont ils peuvent bénéficier. Et puis aussi l'idée, c'est de compléter donc tout le diagnostic avec des informations qui ne seraient pas sur leur site, internet, mais qu'on pourrait collecter au travers d'entretiens. Donc, on a vraiment, on a hâte d'écouter les collègues du Maroc et du Sénégal parce que depuis le début, le Maroc et le Sénégal se sont démarqués comme étant volontaires pour effectuer ce test. Bon, on a eu l'occasion d'échanger, hein, entre nous, fin septembre et donc, là, je suis vraiment très curieuse d'entendre l'évolution de nos collègues depuis le mois de septembre parce qu'on va vraiment se nourrir de leurs expériences. Donc pour me résumer, les principales difficultés que nous, on a rencontrées, c'était, donc la disponibilité des membres qui travaillaient sur ce projet professionnalisation, d'autant qu'au sein de la SOLEP, on a vraiment un fonctionnement très collégial, dans le sens où, voilà, on organise, dès qu'on a un sujet, on organise systématiquement des groupes de travail et on essaye de travailler à plusieurs sur un sujet. Donc la question de la disponibilité était un problème. Et puis la question également de la neutralité, étant donné qu'on se sentait à la fois juge et partie, en particulier pour le volet offre. Donc en conclusion, pour nous, le diagnostic, qu'on est en train de réaliser, c'est véritablement un exercice à forte valeur ajoutée. Et on se rend compte aussi que c'est un exercice engageant pour la SOLEP et que, il faut bien qu'on se rende compte qu'il y a un enjeu de réputation de la SOLEP. Donc on veille vraiment à conduire cet exercice avec méthode et rigueur, mais ça nous demande du temps. Temps que nous n'avons pas toujours, donc voilà, on s'ajuste, le calendrier glisse, mais voilà, il faut vivre avec. Et puis vraiment, on se rend compte que cet exercice, au sein du groupe de travail, ça a donné lieu à des échanges et des réflexions extrêmement intéressantes, qu'on espère, continuer au sein de la SOLEP, mais aussi, voilà, élargir, plus largement au niveau du contexte luxembourgeois. Voilà. Merci beaucoup, Sandrine. C'est une belle introduction pour les deux présentations suivantes. J'aurais dû, dans mon introduction, faire référence à l'outil diagnostic, l'expliquer un petit peu pour mieux contextualiser les présentations. J'ai mis en clavardage un lien vers l'outil pour qui est intéressé, mais en 2 mots, il s'agit, comme Sandrine l'a dit, d'une espèce de questionnaire ou d'un formulaire qui comporte 34 critères associés à la professionnalisation, regroupés en 3 familles, l'une portant sur l'offre d'évaluation, une autre sur la demande d'évaluation et une dernière sur les conditions favorables à la professionnalisation d'évaluation. Ces 34 critères peuvent être jugés de façon subjective ou alors de façon objective selon les circonstances, les ressources et les besoins. Et l'analyse elle-même peut être dirigée vers l'association nationale qui porte l'exercice ou au-delà vers d'autres partenaires. Le niveau de rigueur qu'on utilisera dans la mise en œuvre ou dans l'utilisation de l'outil sera fonction de la qualité de l'information qu'on veut offrir aux destinataires de l'information. Voilà. Si vous avez besoin d'en savoir davantage, 1, vous pouvez poser des questions. 2, vous pouvez vous référer à l'outil qui est hyper lié dans le clavardage. 3, vous pouvez toujours m'écrire au RFE pour que je vous donne davantage d'informations. Passons maintenant au Sénégal et à Moussa Diagne qui nous présentera leur démarche nationale face à ce processus d'introspection sur l'état de la professionnalisation au Sénégal. Moussa. Bonjour à tout le monde.
C'est avec plaisir que nous participons à ce forum. En effet, Benoît, en mars 2021, 2020, je dois dire, mars 2020, Ceneval, en effet, s'est engagé à enseigner l'outil diagnostic. Nous sommes passés par le même questionnement que Madame Sandrine. Tout ce que vous avez évoqué tout à l'heure, nous l'avons vécu aussi. Nous avons même tenu des réunions avec Benoît pour avoir des explications, quelle démarche faire, etc. Nous ne savions pas exactement qu'est-ce que nous devions faire. Donc, et là, lors de cette réunion, il a libéré un peu les énergies en nous disant, vous pouvez adapter l'outil à votre contexte. Alors là, on était vraiment libérés, quoi. Les esprits sont beaucoup plus libérés. Et donc, par l'entregent du président de Ceneval, il a mis en place un groupe d'experts, de consultants, donc de domaines variés, donc pour lequel j'ai été de facilitateur, pour lequel j'ai été désigné facilitateur. Je suis revenu sur la structure de l'outil, ni sur les items, mais dire tout simplement que nous sommes adaptés, parce qu'on était en pleine crise Covid-19. De se rencontrer. Donc, tout le travail que nous avons fait, nous l'avons fait en ligne. Donc, on se rencontrait, c'était une bonne occasion. Donc, tous les samedis après-midi, on était connectés pour travailler de 17h à 18h, 19h plutôt, 2 heures de temps. Et donc, c'était exaltant. C'était vraiment un travail très exaltant. Bon, on a mis quand même des règles. C'est vrai que Madame Sandrine, ce qu'elle a évoqué tout à l'heure, c'est vrai. Il y avait cette problématique pour nous d'être juge et partie. Mais après, nous nous sommes dit, non, écoutez, soyons objectifs, disons les choses comme telles. De toutes les façons, on pouvait toujours, il y avait toujours pouvait toujours avoir une contradiction de l'un et de l'autre, quoi. Et puis donc, ainsi, nous avons établi des règles du jeu et nous avons fait à renseigner cet outil qui, en fait, nous permet, en fin de compte, d'avoir un reflet de l'environnement de l'évaluation donc dans notre contexte, mais aussi de l'offre comme de la demande. C'est pourquoi peut-être que nous sommes allés un peu plus loin, ce que je n'appelle les résultats, parce que quand même, jusqu'ici, ce que je vais évoquer, les points saillants que je vais évoquer tout à l'heure en oral, juste pas dans la présentation, mais disons à l'oral, ce sont les constats, les observations. D'ailleurs, je préfère bien le terme expérience que Benoît a utilisé. C'est une expérience que nous avons vécue et des observations que nous avons dégagées, mais qui restent peut-être à valider dans un grand groupe, parce que nous ne sommes que 5 ou 6 experts donc, à avoir donc, partagé ces idées et puis à avoir retenu, à noter, dire que aussi pour chaque item, il fallait porter une note, un score, et aussi le niveau d'assurance de ce score. C'était très important. Et la suite donc, de tous ces diagnostics, de ces constats, ces observations, ce que je vais appeler résultats, qui fera l'objet de ma présentation, en fait, ce sont les solutions qui ont été suscitées à l'issue des constatations, des observations, pour améliorer le chemin de la professionnalisation de l'évaluation. Donc, c'est pourquoi, dans un premier temps, je vais juste exposer quelques points saillants, juste quelques points saillants, juste sur le volet environnement, sur le volet demande et sur le volet offre. Et après, donc, ce que nous appelons résultat, nous verrons que pour frayer le chemin, vraiment pour mettre les balises pour aller vers la professionnalisation de l'évaluation, voilà par où on devrait passer. Donc, ce sera l'objet de la présentation. Donc, vous me permettrez, cette expérience, en effet, nous a permis de faire des observations sur des observations. Et donc, ces observations que j'ai partagées avec vous, donc, d'abord, le volet environnement, nous constatons en effet que déjà, il y a des missions donc dévolues par la Constitution à l'Assemblée nationale,
déjà dans la Constitution du Sénégal, donc il y avait une disposition qui donnait le pouvoir à l'Assemblée nationale de faire des évaluations des politiques publiques. Mais aussi, sur la loi 2012-23 donne aussi un pouvoir à la Cour des comptes. La Cour des comptes au Sénégal a aussi cette possibilité de pouvoir faire des évaluations sur les politiques publiques. Et même au-delà, sur tout projet, en tout cas public, donc d'une autorité administrative, la Cour des comptes a la possibilité de faire une évaluation. De même que pour l'inspection générale du Canada, le vérificateur, donc aussi, il a cette mission par loi 2011-14 du 8 juillet 2011, cette possibilité en effet de pouvoir faire aussi des évaluations des politiques publiques. Mieux, il y a un décret 215-679-2015 portant cadre harmonisé de l'évaluation qui investit des organes administratifs, donc tels que le Bureau organisation et méthode, la Direction générale de la planification et des politiques économiques, qui sont quand même des structures très importantes dans le dispositif administratif sénégalais. Il y a le Bureau opérationnel et suivi, le BOSS, du programme Sénégal émergent. Ces structures faîtières ont la mission de faire des évaluations donc des politiques publiques. De même que le décret 2012-437 du 16 avril 2012 a mis en place la commission d'évaluation et de suivi des politiques et programmes publics, qui est en fait qu'on peut considérer comme le patron de toute cette infrastructure qui est déjà donc énumérée. Là, j'ai juste retenu un point saillant. Hein. Il y a d'autres items, mais on a retenu cela pour pouvoir expliquer la suite de ce que nous avons fait. De plus, à côté de ce dispositif dédié à l'évaluation des politiques publiques, donc un dispositif législatif et réglementaire, il y avait aussi un dispositif, disons, d'infrastructures publiques ou bien d'autorités contractantes, d'autorités administratives, telles qu'une direction de l'évaluation. Il y a une direction de l'évaluation, mais il y a aussi un réseau des cellules d'études et de planification, qui sont des cellules au niveau de tous les ministères ou même au-delà, donc qui sont installées, qui y ont en charge en principe du suivi, évaluation et voire même de l'évaluation. Et le Sénégal a actuellement même mis en place le ministère du développement communautaire, qui a aussi une mission d'évaluation, qui a aussi une mission d'évaluation. Et donc, il y a aussi la pratique évaluative dans les ministères sectoriels. Tout ça, les experts, le groupe d'experts l'a constaté, mais quand même, ils ont constaté aussi que tous ces dispositifs présentés souffrent d'une absence de synergie. Et donc, nous, pour pouvoir poursuivre notre réflexion, on s'est dit, alors la question fondamentale de l'évaluation, la question fondamentale de la professionnalisation de l'évaluation des politiques publiques, en fait, si nous arrivons à répondre ou à pouvoir positionner la place de l'évaluation dans ces différents textes et missions, certainement nous pourrons en ce moment-là apprécier la professionnalisation. Est-ce que nous l'avons entamée ou est-ce qu'il y a quand même un effort à faire pour qu'on puisse dégager la piste pour y aller. Donc, pour la demande, nous avons retenu comme item significatif par rapport à la stratégie de professionnalisation son implication... Excuse-moi, Ahmed, 4 minutes, d'accord? Oui. C'est bon? Tu as encore 4 minutes. Oui, Président? Voilà. Oui, pour 4 minutes, d'accord? Alors, donc, déjà, alors,
Alors, donc, pour la demande, je disais donc qu'elle est faible au niveau des institutions comme le Parlement, l'exécutif et la justice. Par contre, on rencontre des évaluations en général financées par les PTF, dans les projets financés par les PTF. Donc, ce sont des évaluations a posteriori axées sur l'utilisation efficiente des ressources financières. Les évaluations d'impact étant rares. Pour l'offre, il y avait surtout le problème de la disponibilité des ressources humaines. Sur cet item, le groupe d'experts a constaté qu'il y avait un noyau de spécialistes formés et très expérimentés dans le privé. Par contre, dans l'action publique, ils sont méconnus et ou sous-utilisés ou simplement insérés dans des fonctions qui ne leur permettent pas de jouer le rôle d'évaluateur ou bien encore insérés dans une organisation qui n'a aucune culture d'évaluation. Tout ce qui est de la formation, donc, pour ce qui est de la formation, il y avait un niveau maîtrise master. Donc, bon, je vais résumer parce que comme il ne me reste que 4 minutes, alors, pour la formation, tout ça, je vais donc, pour la qualité, le groupe d'experts relève qu'elle est faible lorsqu'il est fait appel à des professionnels du secteur plutôt qu'à des évaluateurs. Il y a aussi la satisfaction de la qualité, quand même, lorsque le groupe d'évaluateurs est une équipe. L'éthique, l'équipe est d'accord que c'est le commanditaire qui ne respecte pas toujours l'éthique. Il sort des travaux que l'évaluateur n'a pas de problème pour rendre compte de la réalité du terrain. Donc, le sentiment commun est qu'il n'y a pas de ligne directrice qui balise, met en garde et protège l'évaluateur et les spécialistes en suivi-évaluation. Donc, le niveau d'indépendance aussi, là, pour les groupes d'experts, le consultant individuel et responsable suivi-évaluation sont tous deux indépendants. Par contre, le commanditaire, souvent, a son propre agenda et les relations entre les deux peuvent parfois être conflictuelles. En somme, on peut dire qu'au Sénégal, il y a assurément une volonté d'instaurer l'évaluation des politiques publiques. Toutefois, il convient de remarquer l'effort à faire. Suite à ces observations, il est recommandé de proposer des suggestions dans le sens d'amélioration lorsqu'un item avait un score ou un niveau d'assurance faible. En résumant les solutions de mitigation, suivant les différents domaines pour atteindre l'objectif qui est la professionnalisation, il était suggéré d'agir sur la demande comme un levier et l'offre comme le catalyseur. Je parle au nom du groupe d'experts. Et là, donc, je partage mon écran, si vous le voulez, s'il vous plaît. Voilà, ça ne vient pas. Alors, je sors. Voilà. OK. Voilà, je partage donc l'écran. Et donc, voilà. Et donc, voilà. On a retenu qu'en fait, pour que vraiment la voie pour la professionnalisation soit atteinte, il y a lieu de considérer la demande comme un levier. La demande est dépositaire du pouvoir public, donc du monopole de l'initiative au changement. Elle est le moteur de la dynamique de professionnalisation de l'évaluation des politiques publiques au Sénégal. 2 points d'appui. Élaborer une politique nationale d'évaluation. La politique nationale est la charpente essentielle de la professionnalisation de l'évaluation. Elle suppose la mise en place de cadres et d'organes administratifs, de textes législatifs et réglementaires qui précisent les droits et obligations. Autre chose, au Sénégal, si on restructure et dynamiser les dispositifs existants, cela aussi participerait à la professionnalisation. L'organisation du contrôle et du suivi en précisant les cadres, les processus, les procédures et les outils. La structuration des résultats et l'utilisation des rapports d'évaluation en précisant les types de données, les canevas et canaux de présentation. Mais l'offre en est le catalyseur. L'offre en est le catalyseur. Comment? En mettant en place une charte, une promotion d'une charte de normes et qualité et d'éthique de l'évaluation pour assurer la qualité de l'évaluation et garantir notamment l'indépendance et l'objectivité des évaluateurs. Organiser le contrôle et le suivi, définir des règles de recrutement des évaluateurs, mettre en place des procédures claires qui précisent les rôles et responsabilités de l'évaluateur, les instructions sur la réalisation des évaluations et l'utilisation des résultats et des rapports d'évaluation. Enfin, instituer aussi un cadre formel qui assure à la fois la disponibilité d'une ressource humaine compétente et reconnue. Donc, je m'en arrête là. Je m'excuse si j'ai dépassé l'heure. C'est passé très, très vite. Je n'ai même pas fait attention. Donc, merci beaucoup. Merci à toi, Moussa. Désolé de t'avoir pressé un petit peu. Je vais m'assurer que
que les 3 intervenants aient le temps de faire la présentation et qu'on puisse échanger avec les participants. Est-ce que tu veux mettre fin au partage de ton écran, s'il te plaît? Pour répondre à Jean-Serge, si jamais tu as des problèmes, Jean-Serge, avec l'affichage, tu peux peser sur le bouton F5 ou rafraîchir ton écran. Habituellement, le tout retombe sur ses pattes correctement par la suite. Passons maintenant au cas marocain, une approche différente, un investissement considérable dans la démarche du côté du Maroc. À toi, Ahmed. Oui. Est-ce que ça va être projeté, la présentation? Elle est disponible sous ta présentation, sous le petit bouton de partage d'écran. Ah, d'accord. Ouais. OK. Oups. Je pense que Ahmed s'est auto-exclu de la présentation. On va lui donner quelques instants pour répondre. J'en profite pour poser une question à Moussa. Un de nos participants, Ahmed, je te demande d'attendre un instant. Un des participants, Moussa, a demandé quelle est la position de Sénéval par rapport au mécanisme de suivi et évaluation de l'État sénégalais. Est-ce qu'il y a un risque que Sénégal soit biaisé dans son approche à l'évaluation si ses contacts sont proches avec l'État? J'avouerai que je te laisse répondre. Pour moi, ça ne me semble pas être un problème important, mais je te laisse répondre. Absolument. Je pense que tu as tout dit, hein, ce n'est pas un problème, franchement. Déjà que nous sommes, disons que non, pas du tout. Il y a pas de problème. Nous, on est en fait, le Sénéval est une association de conseil, donc de promotion de l'évaluation, etc. Je ne vois pas un lien. On n'est pas praticien déjà on n'est pas en fonction de suivi, évaluation, etc. Donc, on est plutôt dans l'optique de promouvoir l'évaluation. Donc, je ne pense pas que ce problème-là se pose, très sincèrement. D'accord. Merci, Moussa. Ahmed, le 3e bouton au bas de ton écran. J'ai essayé, ça n'a pas marché. OK, écoute, je vais le faire pour toi. Tu me dis quand changer de page, d'accord? D'accord. Voilà. Très bien. À toi maintenant. J'ai combien de temps, Benoît? Comme ça, je régule tu as 12 ou 13 minutes par là. D'accord. Donc, je vais mettre l'accent sur l'essentiel, en quelque sorte. Donc, on a été bien engagé dans ce processus qui nous a beaucoup passionnés. Donc, on continue à le faire, notamment en actualisant un petit peu l'information qui tombe régulièrement. On a maintenant un ministère délégué chargé d'évaluation des politiques. Ça n'existait pas avant, donc on va alimenter encore notre diagnostic. Brièvement, donc, je vais rapidement contextualiser la démarche que nous avons suivie, dans quel contexte nous avons travaillé, l'approche, étape d'avancement de la préparation du diagnostic et ce qu'on tire comme leçon, et les prochaines étapes sur lesquelles on va travailler. Donc, ça a coïncidé, heureuse coïncidence pratiquement pour l'AME, l'Association marocaine d'évaluation, c'est qu'au moment où nous avons commencé à travailler sur le diagnostic, nous avons été contactés par 4 institutions, donc notamment la Banque mondiale et le Banque islamique de développement en 2020, l'USAID en 2021, le CLIR en 2021 aussi, et puis aussi l'étude de l'Assemblée générale des Nations unies pour mettre en pratique une décision de 2014 sur le renforcement des capacités en vue de l'évaluation des activités de développement. Donc, toutes ces initiatives portent sur les capacités nationales en évaluation, en suivi évaluation notamment. Et par conséquent, nous avons considéré qu'on était dans la bonne voie et la bonne démarche à suivre. L'approche que nous avons adoptée, elle a consisté en le choix d'une triple démarche en quelque sorte. D'abord, nous avons besoin de comprendre ce qui s'est passé au Maroc en termes d'institutionnalisation depuis 2011, où la Constitution du Maroc, la réforme de la Constitution, a intégré l'évaluation des politiques publiques. Deuxième
élément de cette démarche, c'est une méta-analyse de la pratique de l'évaluation au Maroc. Nous avons besoin de comprendre ce qui se passe, quoi. Qu'est-ce qui se fait, qui fait quoi, en quelque sorte. Et donc, nous avons travaillé de 2011 à 2021 avec une assistante de recherche sur la collecte des rapports d'évaluation et sur les termes de référence qui ont été produits pendant cette période. C'est des données essentielles pour alimenter un diagnostic à mon avis. Et nous avons conduit, bien sûr, sur la base de ces deux éléments de fond, utiliser les données en quelque sorte recueillies, collectées, pour renseigner l'outil de diagnostic national de la professionnalisation de l'évaluation du réseau francophone de l'évaluation. Donc, en gros, 3 phases dans cette démarche-là. Une phase de documentaire, une phase préliminaire avec une préparation des outils. Nous avons travaillé un certain nombre d'outils, la matrice de la méta-évaluation, des protocoles de collecte de données et des outils, bien sûr, notamment pour la réalisation de l'enquête nationale sur les capacités d'évaluation au Maroc. La deuxième phase, c'est la conduite de la méta-analyse. Et puis, la troisième phase, c'est le diagnostic, le bilan des scénarios d'institutionnalisation de l'évaluation au Maroc. Nous avons travaillé bien sûr sur un certain nombre, une compilation de données, différents documents qui sont pertinents pour nous, la Constitution, les lois organiques, les études, les recherches et ainsi de suite. Nous avons créé une base de données de plus de 300 termes de référence relatifs au mandat d'évaluation entre 2011 et 2021. La création d'une base de données de plus de 100 rapports d'évaluation disponibles et sont relatifs au mandat d'évaluation entre 2011 et 2021. Donc, ces données sont aussi actualisées maintenant. C'est-à-dire notre base de données est régulièrement actualisée. Donc, c'est plus que 100 rapports et plus que 300 termes de référence. Parce que la demande est là. C'est-à-dire en même temps, il y a beaucoup de mandats qui sont lancés régulièrement au Maroc. Et nous avons actualisé le questionnaire sur les capacités nationales, institutionnelles, organisationnelles, techniques en évaluation au Maroc. C'est un travail que nous avons déjà fait en 2012 avec notre très regrettée Marie Gervais. J'avais fait avec elle ce travail-là dans un atelier national et que nous souhaitons refaire en quelque sorte. En 2022, ça va marquer les 10 ans de cet atelier-là. En gros, nous avons produit deux diagnostics renseignés au mois de juillet et au mois de septembre, que nous avons discuté dans le cadre du comité aviseur. Et donc, nous avons bénéficié de l'avantage de regard de nos collègues du comité aviseur et que ça nous a beaucoup servi. Donc, nous considérons, parmi les leçons apprises, nous considérons que pour tel diagnostic, il est indispensable de le renseigner à partir de données solides disponibles. Il faut travailler avec ce qui existe, pour la collecte, l'analyse des données et pour aller c'est-à-dire compléter ce diagnostic-là. Bien sûr, nous avons rencontré un certain nombre de difficultés, comme a dit aussi ma collègue Sandrine, des questions d'appréciation de la qualité de la méthodologie, par exemple, ça nous a posé beaucoup de problèmes. De quel droit nous allons nous prononcer sur telle ou telle méthodologie, par exemple, ou bien sur la question de contexte, est-ce que le contexte est bien fait ou il n'est pas bien fait. Donc, c'est des questions comme assez critiques que nous n'avons pas encore résolues. Mais nous avons besoin, bien sûr, de le régler d'une manière ou d'une autre. Bien sûr, la cotation, le niveau de cotation aussi, d'assurance aussi, nous a posé un certain nombre de problèmes, et nous souhaitons aller vers une bonne et simple utilisation de ces cotations-là. Parmi les prochaines étapes maintenant, la prochaine étape, c'est d'abord aller vers une nouvelle version de diagnostic revue et consolidée. Parmi les choses que nous a en quelque sorte nos collègues du Sénégal nous ont inspiré en quelque sorte. Une fois que cette nouvelle version est faite, nous allons organiser une réunion avec des experts nationaux pour discuter avec eux, s'ouvrir au-delà de l'association marocaine d'évaluation à d'autres experts pour qu'ils nous disent leur point de vue. C'est-à-dire s'ouvrir sur la communauté de l'évaluation au Maroc, à la fois associative, gouvernement,
bailleurs de fonds et ainsi les collectivités territoriales. Donc, j'aimerais bien avoir des avis un petit peu indépendants. Et parmi les choses sur lesquelles nous travaillons actuellement à Pons, c'est la réalisation de l'enquête sur les capacités nationales d'évaluation. C'est la deuxième après celle de 2012, qui va nous permettre aussi d'avoir de nouvelles données pour consolider le diagnostic dans sa version prochaine, disons finale, quoi. Donc, c'est une version que nous souhaitons faire en 2022, et qui va être, comme je disais à l'instant, ouverte à d'autres experts marocains de la communauté. Et ultimement, je pense qu'une chose que nous prévoyons de faire, c'est l'organisation d'un atelier national pour associer différentes parties prenantes concernées par l'évaluation du développement au Maroc. Donc, ça va être l'occasion aussi à la fois de restituer les données de l'enquête nationale sur les capacités nationales et en même temps le diagnostic d'une pierre deux coups en quelque sorte. Ce travail-là, on le fera certainement avec un appui de l'UNICEF, puisqu'on est appuyé maintenant par l'UNICEF, notamment pour revoir toute notre gouvernance. Donc, le mandat est déjà engagé. Et je pense que ça va être très opportun de le faire. Merci beaucoup. Merci à toi, Ahmed. Excellente présentation. Nous avons quelques minutes pour recevoir vos questions et vous proposer des réponses, mais je demanderai déjà qu'est-ce que l'un et l'autre d'entre vous avez appris de l'expérience des autres? Parce que ça a été un travail collaboratif. Nous nous sommes rencontrés 2 ou 3 fois. Ces 3 associations nationales avec quelques experts additionnels qui ont participé à l'élaboration de l'outil diagnostic. Sandrine, en commençant par toi, est-ce que la SOLEP a appris quelque chose de l'expérience de la Sénéval et de l'AME? Je te poserai la même question à Moussa et à Ahmed par la suite. Oui, merci beaucoup, Benoît. Effectivement, on a beaucoup appris de leur expérience et je pense qu'on n'a pas fini d'apprendre de leur expérience. Bon, par exemple, sur le cadre légal, juridique de l'évaluation, leurs premiers résultats nous ont permis à nous de calibrer nos recherches. Bon, c'est juste pour donner un exemple, mais la façon aussi dont les questions sont abordées par le Sénégal et le Maroc nous permettent de voir concrètement comment ces questions, comment ces appréciations peuvent s'appliquer. Et puis c'est rassurant parce qu'on voit qu'on a tous les mêmes enjeux, qu'on se pose tous les mêmes questions et donc c'est rassurant dans le sens où eh bien, maintenant, on a des personnes sur qui s'appuyer et auxquelles on peut éventuellement écrire en dehors des rencontres plus formelles. Et puis, en écoutant la présentation de Ahmed, c'est vrai que la question du partage des résultats de ce diagnostic et l'organisation d'un atelier, c'est aussi une idée qui a commencé à germer au niveau de la SOLEP, parce que ça va être un gros travail que de finaliser ce diagnostic. Et il y a un intérêt à diffuser les résultats de ce diagnostic en dehors de la SOLEP. Donc, c'est aussi une idée qui est en train de germer chez nous. Donc on va voir avec la Société marocaine de l'évaluation comment ça s'organise chez eux pour voir comment ensuite nous, on peut le mettre en place. Donc voilà, et puis aussi encourager, j'ai vu que la Société québécoise d'évaluation était éventuellement intéressée et peut-être encourager un partage aussi de ces associations qui souhaiteraient se lancer. On commence à avoir un petit peu d'expérience, donc il y a certainement des choses qu'on peut nous aussi, même si on n'est pas encore très avancé, mais qu'on peut partager. Merci Sandrine. Moussa, est-ce que vous avez appris quelque chose des expériences du Luxembourg et du Maroc? Absolument. En écoutant tout de suite Madame Sandrine tout à l'heure, déjà, comme elle dit, rassurant. On se pose tous la même question au départ. Donc, nous avons eu les mêmes, mais surtout aussi la rigueur. On a eu les mêmes difficultés. Donc, d'ailleurs, il y a certaines questions dans le document.
il y a certaines questions pour lesquelles nous les lions à d'autres questions, etc. Donc, tout ça, nous l'avons vécu. Franchement, je vous dis, on a décortiqué les questions. C'est rassurant, ça dit que nous sommes tous dans la même voie. Et en fait, on recherche très sincèrement certainement les mêmes résultats ou en tout cas les mêmes observations pour pouvoir effectivement, en fin de compte, donner. Ce que j'ai appris, donc, ma deuxième patrie, j'ai fait mes études au Maroc en passant très rapidement à Casablanca. Donc, c'est la recherche documentaire. La recherche documentaire, ça, par exemple, dans la présentation d'Ahmed, tout de suite, c'est vraiment quelque chose qui m'a partagé, parce que nous avons fait la même chose, mais peut-être moins qu'eux, parce qu'eux, vraiment, ils y ont allé très en profondeur pour aller chercher des données primaires. Bon, nous, peut-être qu'on s'est arrêté sur des agrégats, aller chercher la loi, le décret, etc. Donc, je pense que ça aussi, quand même, c'est une inspiration qu'on pourrait ajouter dans la besace pour encore améliorer le document. Et voilà, j'espère qu'on pourra échanger sur ces questions-là, quoi. Merci. Ahmed, est-ce que vous avez appris quelque chose de vos collègues? Exactement, nous avons repris de l'idée de Sénéval déjà, qui a été discutée dans le comité aviseur, c'est d'associer des experts externes, donc s'ouvrir. Il faut maintenant que le dossier s'ouvre un petit peu, il faut aérer un peu parce que, et d'autres regards externes, ça c'est très important. Et du côté du Luxembourg, ce qui me semble pertinent, c'est de prendre des précautions d'éthique dans ce type d'exercice. Donc, c'est indispensable. Il faut se contourner de quand même tout ça. Il faut quand même cerner de manière éthique quand même cet exercice en soi et professionnel. Pour les participants qui ne l'auraient pas réalisé encore, on a devant nous 3 approches différentes à cet exercice de réflexion. Pour l'instant, la SOLEP en est à ses premières étapes, et c'est confiné, limité à une analyse de la grille, mais aussi à une analyse de documentaire. Le Sénégal a choisi une approche via des experts qui connaissent le milieu et qui sont à même en discutant, de s'entendre sur un constat sur la situation par rapport aux différents critères retenus dans l'instrument. Alors qu'au Maroc, il y a eu un effort considérable qui a été fait sur la collecte de données primaires, comme Moussa l'a signalé. Un effort qui, j'imagine, Ahmed, est conséquence de la convergence d'intérêts de différents acteurs, une convergence à la limite surprenante du nombre d'organisations qui se sont intéressées en même temps à l'état de l'évaluation au Maroc. C'est la deuxième fois que je vois ta diapositive sur le nombre de démarches concurrentes, mais et cette deuxième fois, je suis toujours encore surpris du nombre d'organisations extérieures qui se sont intéressées. Une question, peut-être en terminant, à vous 3, qui vient de Claudine Morier, vice-présidente du RFE, qui demande quel est l'intérêt de cette démarche pour des associations nationales établies depuis longtemps. La question pourrait se poser à Jean-Serge, puisque la SCEP, qui a montré son intérêt par le clavardage, existe depuis 35 ans. Mais selon vous, pour les associations nationales établies, est-ce qu'il y a un intérêt à faire cette démarche et quel est-il? Peut-être en commençant par Moussa. Oui, Benoît, je pense que... c'est quoi encore la question, Benoît? Est-ce que d'après toi, il y a un intérêt pour les associations nationales établies? Si, excuse-moi. Si, tout à fait. L'exercice est intéressant. Déjà, chez nous, le RFE nous a sollicité donc en fin d'année ou en début d'année 2021 à organiser un atelier sur l'institutionnalisation de l'évaluation. Mais mieux, je voudrais avancer autre chose. Vous savez, dans notre sous-région, dans l'Union économique monétaire ouest-africaine, il y a aujourd'hui un changement de paradigme.
C'est-à-dire que dans la gestion publique, les finances publiques, qui fait qu'on passe du budget moyen au budget résultat. Donc, l'évaluation devient essentielle, fondamentale dans cette forme de gestion. Alors, l'outil nous a permis donc de nous aider pour faire l'atelier. Pratiquement, si peut-être un jour on partage le document, le rapport de l'atelier, vous verrez que la trame, c'est pratiquement la trame du questionnaire. C'est-à-dire que ce que je dis de l'outil de diagnostic qui nous a inspiré pour qu'on puisse faire les TDR et pouvoir aller donc au niveau des différents panels que nous avons organisés, de pouvoir en tout cas toucher les thématiques qui étaient intéressantes pour aller vers une institutionnalisation de la professionnalisation. Parce que pour moi, la professionnalisation, c'est le pendant de l'institutionnalisation. Donc, c'est vraiment un intérêt. Et aujourd'hui, en réalité, en faisant le diagnostic, nous avons le reflet de l'environnement, des parties prenantes. Nous avons un certain reflet, la demande et l'offre, bien entendu, mais aussi l'environnement dans lequel se meuvent tous ces acteurs-là. Donc, c'est très important. Je pense que c'est essentiel. C'était vraiment génial d'y avoir pensé. Merci, Benoît. Merci, Moussa. Ahmed, est-ce qu'il y a un intérêt pour les associations longuement établies de faire un diagnostic comme celui-là? Je pense, nous, on s'inspire, on essaie de s'inspirer des expériences canadiennes, par exemple, mais ceci étant dit, il y a la coopération sud-sud, il y a la coopération aussi, ce qui peut être sud-nord aussi. Donc, ça dépend des cas aussi, ça dépend des pays. Il y a aussi des pays au nord où la professionnalisation n'est pas encore établie. Donc, ça dépend aussi des cas. Il y a des pays qui sont très avancés, le Canada par exemple, ou d'autres. Donc, pourquoi pas? Merci. Sandrine, même question? Oui, mais moi, je rejoins Ahmed et Moussa. Je pense effectivement que ce n'est pas tellement lié à la jeunesse ou à la maturité de la Société nationale d'évaluation. C'est plutôt lié au contexte national. Et c'est vrai que nous, la SOLEP, on est une association encore assez jeune, mais d'après nos premières investigations, on se rend compte qu'il y a un besoin de renforcer le cadre institutionnel de l'évaluation, de vraiment inscrire l'évaluation dans une approche beaucoup plus cadrée. Donc, on a un objectif, on a vraiment une volonté de renforcer l'évaluation à Luxembourg, de sensibiliser à l'évaluation au niveau des administrations. Et je pense que c'est plutôt de ce côté-là qu'il faut le prendre, de voir qu'est-ce qu'on pourrait en tirer de ce diagnostic. Merci beaucoup, Sandrine. Je vais remercier nos trois intervenants et intervenantes pour leur générosité dans cette présentation et leur transparence. Il y a des questions fort intéressantes dans le clavardage. Sachez que à la fin de chaque journée, notre vaillant secrétaire général nous transmet une retranscription du clavardage et nous tentons de répondre aux questions, ou nous tenterons dans le futur de répondre aux questions qui ont été posées via cet outil. Merci beaucoup pour votre participation. Un autre 15 minutes de pause avant de passer à la 3e heure et à des présentations dites individuelles, mais fort intéressantes. Alors, connectez-vous à nouveau dans 15 minutes pour la prochaine série de présentations. Je vous remercie et je vous rappelle, si vous êtes membre, activiste ou administrateur de votre administration nationale, que le RFE est là pour vous aider dans ces démarches de professionnalisation et d'institutionnalisation. On parlera demain dans un autre panel d'efforts d'institutionnalisation dans 3 pays différents, expériences qui ont eu dans les derniers mois. Mais nous sommes là pour, le RFE est là pour vous aider. Contactez-nous et nous discuterons des meilleurs moyens qui sont disponibles pour le faire. En vous remerciant encore une fois, Sandrine, Ahmed, Moussa, je vous souhaite une bonne fin de journée. On se retrouve dans 15 minutes. Merci. Au revoir à tout le monde. Ciao, ciao.